posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquoi. Je vais vous parler cette semaine du plan Ecophyto qui a pour objectif de diminuer la consommation de pesticides. Le sujet peut paraître chiant, on va être clair entre nous, et pourtant c'est vraiment mieux qu'une série Netflix, je vous le promets. En fait, la nouvelle saison, elle devait sortir en janvier 2024, mais elle a été mise en pause en février en raison des manifestations agricoles dont on a déjà parlé, et la nouvelle saison, elle est finalement sortie en mai dernier, sous le petit nom d'Ecophyto 2030. Alors, c'est quoi exactement le plan Ecophyto ? Et pourquoi Ecophyto 2030 fait grincer des dents les scientifiques ? C'est le sujet de ce nouvel épisode. Tout commence par un bel objectif. La France a pour objectif de réduire de 50% la consommation de pesticides. Vouloir diminuer les pesticides, c'est bien. Avoir une stratégie, c'est mieux. Et cette stratégie, elle s'appelle Ecophyto. Elle regroupe des objectifs, des expérimentations, des propositions d'action pour aider le monde agricole à diminuer sa consommation de pesticides. Elle a commencé au moment de la directive cadre de 2009 de l'Union européenne qui vise à une utilisation durable des pesticides, la directive SUD pour les intimes. Cette directive, elle demande aux pays de pouvoir créer leur plan, leur stratégie nationale de réduction des pesticides. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la série, je vous propose un rapide historique. La première saison, elle est sortie en 2008. Le premier plan Ecophyto, c'est lui qui instaure cet objectif de réduction de 50% des pesticides et il vise cet objectif pour 2018. Il instaure aussi un indicateur de mesure de cette réduction qui s'appelle le NODU. On en reparle juste après. Et il lance aussi les fermes défis, des fermes pilotes. C'est une sorte de réseau en fait qui regroupe des agriculteurs volontaires qui veulent expérimenter pour réduire leur consommation de pesticides. Le deuxième plan est sorti en 2015. Normalement, les plans Ecophyto doivent être révisés tous les 5 ans à peu près. Bon, vous verrez que ça fluctue, mais bon, en gros, c'est ça l'idée. Donc le deuxième plan, il est sorti en 2015. Il s'appelle Ecophyto 2. Les scénaristes n'étaient pas très inspirés. L'objectif de 50% de réduction, il est toujours là, mais il est repoussé à 2025. Et ce plan-là, il booste la recherche publique pour aider à la sortie d'alternatives. Et c'est aussi à ce moment-là, vous savez qu'il y a eu la loi pour la suppression de l'utilisation des pesticides dans les jardins, les lieux publics, les cimetières. Ça, c'est le deuxième plan. Le troisième, il arrive en 2018 et il s'appelle Ecophyto 2+. No comment. Lui, il inclut un plan de sortie du glyphosate, dont vous avez sûrement entendu parler, et il se focalise pas mal sur la fin des substances préoccupantes. C'est-à-dire que dans l'ensemble des pesticides, il y a certaines substances, certaines molécules qu'on sait qui fait partie de la famille des CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ce sont celles qui sont directement visées pour être interdites dans les prochaines années, ou déjà interdites pour certaines. Donc c'est vraiment sur cet axe, sur cet objectif qu'est basé cet Ecophyto 2+. Et ce plan, il prévoit aussi la séparation du conseil et de la vente des produits phytosanitaires. En gros, une boîte qui produit des pesticides ne peut pas conseiller les agriculteurs sur leur utilisation. Donc en théorie, c'était une bonne idée. En pratique, ça a posé pas mal de difficultés dans le monde agricole. C'est pas le sujet de cet épisode, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai volontiers un épisode dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'était aussi un objectif de faire cette séparation du conseil et de la vente dans ce troisième plan. Et aujourd'hui, on en est à la 4e saison, à Ecophyto 2030. Lui, il est sorti en mai dernier et il prévoit comme leitmotiv, pas d'interdiction sans solution. Donc là aussi, il continue cet objectif de développer la recherche publique pour trouver des alternatives aux pesticides et de poursuivre l'expérimentation, tout ça pour aider les agriculteurs. Il prévoit aussi la notion de captage prioritaire et sensible pour la ressource en eau. C'est devenu un des points aussi importants de ce plan Ecophyto. Mais surtout, ce nouveau plan, il supprime le personnage principal du plan Ecophyto, l'indicateur de mesure, le NODU, qui était utilisé en France jusque-là,
et pour faire entrer un nouveau personnage, qui s'appelle le HRI1. Cet indicateur, il est apparu dans une autre directive de la Commission européenne qui date de 2019. Pourquoi ce choix? Alors, selon ce qui est annoncé, bien sûr, l'objectif serait de pouvoir comparer la consommation des pesticides entre pays européens en ayant un indicateur commun à tous les pays européens. Bon, actuellement, il n'y a que la France qui l'a mis dans son plan, mais bon, en soi, l'objectif est celui-là de pouvoir les comparer parce que jusqu'à maintenant, vu que chaque pays a son indicateur en fonction de ses besoins, il est difficile de dire comment évolue la consommation des pesticides et de pouvoir comparer les pays entre eux, en fait. Donc voilà, l'objectif c'est d'harmoniser les choses. Et du coup, nos du CMR, ils sont bien mignons avec leur nom barbare, mais bon, nous en tant que consommateurs, en quoi ça nous concerne? Et ben ça pose beaucoup de questions, ce changement de personnage principal. Et c'est pas moi qui vais vous en parler, j'ai fait appel à un spécialiste en la matière, Corentin Barbu, qui est chercheur, donc spécialiste des indicateurs, et qui fait partie du comité scientifique du plan Ecophyto. On commence par comment fonctionne le HRI1. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant quand on analyse cet indicateur? Première chose, un indicateur, c'est pas juste un calcul, c'est une base de produits sur lesquels on va calculer, un type de calcul qu'on va faire, et en l'occurrence, ce type de calcul, il va être fait par classe. Pour le HRI, on va distinguer 4 classes qui sont appelées des classes de risque. La première, donc, c'est pas préoccupant. La deuxième, il y a 80 suivant la manière dont on compte, entre 75 et 85% des produits. Dans la troisième, il y a ce qui est susceptible d'être interdit. En gros, c'est principalement ce qu'on appelle en France les CMR, donc les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et la quatrième classe, c'est que tout simplement tout ce qui était interdit. À l'intérieur de chacune de ces classes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer les masses de tout ce qui est vendu. C'est très simple comme calcul, sauf qu'après, on va prendre les 4 classes et on va sommer ces différentes classes, mais avec un coefficient de pondération. Donc, ce qui est dans la première classe, on va le multiplier par 1. Ce qui est dans la deuxième classe, on va le multiplier par 8. Ce qui est dans la troisième classe, on va le multiplier par 16. Et ce qui est dans la quatrième classe, on va le multiplier par 64. Au final, ça va faire un chiffre. Ces coefficients, pas plus que le reste, ne sont justifiés nulle part. Et je lui ai donc demandé, c'est quoi le problème de ce changement d'indicateur? Il y a trois types de gros problèmes qu'on va avoir sur le HRI. Le premier type, c'est, comme je disais, la surface sur laquelle c'est calculé. Quels sont les produits qu'on va inclure? En gros, on va inclure tout ce qui peut être déclaré de près ou de loin comme étant avec une utilisation de pesticides en agriculture par quelqu'un. Par exemple, en Allemagne, il y a une utilisation de CO2 pour repousser les insectes. Le CO2, c'est ce que vous et moi crachons chaque Ouais. minute de notre vie à un pourcentage de quelques pourcents dans ce qu'on respire. Et ça, c'est compté dedans. Il y a d'autres gens qui utilisent du kaolin. Vous savez, l'argile, comme une poussière un peu qu'on y met sur les feuilles, comme répulsif pour les insectes, là encore. Ces deux substances, on les retrouve dans la classe 2. C'est-à-dire pas les trucs qui sont pas du tout préoccupantes, mais les choses qui sont normales. Dans la classe 2, on a aussi par exemple la deltamétrine. La deltamétrine, c'est un insecticide que vous pouvez avoir dans les insecticides ménagers, si vous avez des fourmis chez vous. Mettre déjà les deux dans la même classe, ça pose un peu problème. Mais en plus, la deltamétrine, quand on l'utilise dans les champs, on l'utilise à peu près à 50 mg par hectare. Le kaolin, on va l'utiliser plutôt à 1 kg par hectare. Ça veut dire qu'on va sommer les masses, donc déjà en soi c'est problématique, mais en plus des choses qui sont utilisées à des doses très différentes. Et quand on fait la somme, vu qu'on met un coefficient 64 sur la quatrième classe, en fait, très rapidement, ce qui est dans la quatrième classe pèse tellement plus lourd que c'est cette classe-là qui va déterminer en gros l'évolution du HRI. Si on avait un champ, on voulait calculer le HRI d'un champ où on met seulement un produit. Je mets tous les jours, pendant l'année, je mets une quantité de 1 de glyphosate. L'année suivante, le glyphosate est interdit. Bon, bah, je ne peux pas mettre du glyphosate, donc je mets autre chose. Et on va dire qu'il existe un autre produit qui est exactement à utiliser à la même quantité par hectare que le glyphosate, et je vais voir comment il va évoluer mon HRI.
Eh bien, ce qu'on trouve, très simplement, c'est que la différence, c'est une baisse de 75% de moins chéri. Pourquoi? Parce que le glyphosate que je n'utilise plus, il est rentré dans la case 64. Comme je fais un calcul rétroactif pour les années précédentes, c'est très important. Ce que j'ai mis l'année dernière, c'est multiplié par 64. Alors, ce que j'ai mis cette année, c'est fondamentalement la même quantité, puisque j'ai traité pareil avec un truc qui fait le même poids, mais j'ai multiplié que par 8. Donc, en fait, je n'ai rien changé. J'ai juste remplacé un produit par un autre et j'ai une baisse de 75%. C'est à peu près certain que la cible à 50% va être atteinte dans les toutes prochaines années. Avec la question de savoir est-ce que ça va continuer est-ce que ça va continuer à être une priorité quand on aura atteint la cible de 50%. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Ok, donc on voit bien que d'un point de vue scientifique, le HRI1 pose problème, mais qu'en est-il du NODU, utilisé jusqu'à maintenant? Eh bien, le NODU, c'est un nombre de doses unités. Donc, il n'y a pas d'idée de classe, il n'y a pas vraiment d'idée de toxicité, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est on va sommer les masses aussi, mais avant de les sommer, on va les diviser par leur dose unité. Et la dose unité, c'est en gros, c'est la dose habituelle à laquelle on les utilise. Or, le nodu, justement, il y a deux définitions du nodu. Le nodu général prend en compte tout ce qui est utilisé dans l'agriculture, sauf les luttes biologiques. Le deuxième nodu va prendre en compte seulement les CMR. Donc ça quantifie un peu tout ce qui a été interdit ou pas, encore, mais qui sont des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc on se retrouve avec un paradoxe extraordinaire où on a un nodu qui n'est pas fait pour quantifier de la toxicité, qui finalement quantifie pas si mal que ça la toxicité, et un HRI qui est censé quantifier de la toxicité, qui a même des classes de toxicité, mais qui fait tellement n'importe quoi que c'est pas du tout un indicateur de risque. Les principales critiques du monde agricole, c'est qu'il ne prend pas en compte la toxicité et qu'on ne voit pas les efforts faits par les agriculteurs. Est-ce que c'est vrai comme chose? Il y a une très forte baisse, donc il y a beaucoup de produits qui ont été interdits et qui effectivement ne sont plus utilisés par les agriculteurs, hein. Le total des CMR a baissé de l'ordre de 50% en 10 ans. Et même les CMR2, donc ceux qui sont les CMR avérés, euh, ont baissé même plutôt de quasiment 100%. On les a quasiment tous interdits. Donc quand les agriculteurs disent on a fait des gros efforts, effectivement, il y a eu un gros effort, en tout cas, d'élimination de tous ces produits, parce qu'il a bien fallu les remplacer par autre chose. Maintenant, par quoi ils les ont remplacés? C'est là qu'on peut regarder le nodu général. On peut regarder, mais est-ce que ça a été remplacé par d'autres pratiques ou est-ce que ça a été remplacé par d'autres produits? Or, le nodu, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte il a augmenté jusqu'en 2014, il est resté stable jusqu'en 2017. Et en 2018-19, il y a eu un gros à-coup parce qu'il y a eu une forte augmentation de la RPD, la taxe de pollution diffuse. Mais après ce gros à-coup, il y a eu plutôt une baisse assez marquée qui ramène le NODU au niveau de 2011-2013. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que non seulement les agriculteurs ont fait au cours des 10 dernières années d'assez gros efforts de remplacement de produits, mais au cours des 2, 3 dernières années, il y a même eu une baisse de l'usage général des produits. Baisse mesurée, hein, de l'ordre de 10-15%. On n'est pas du tout sur les baisses de l'ordre de 30 ou 50% qu'on pourrait trouver avec la chérie, mais une baisse de l'usage. Donc, les produits interdits n'ont pas été intégralement remplacés, pas nécessairement été intégralement remplacés. Il y a peut-être eu des choses qui ont été remplacées par par d'autres pratiques. Et enfin, dernière question, vu que l'objectif initial c'est de pouvoir comparer les pays européens, même si le HRI1 est loin d'être parfait, est-ce qu'il permet au moins de comparer les pays européens entre eux? Le HRI n'est pas une valeur absolue, mais un pourcentage. Depuis tout à l'heure, je parle tout le temps de pourcentage. Et Mhm. donc, c'est un pourcentage de la valeur en 2011-2013. C'est la référence qui est choisie. C'est que d'après la directive de 2009, ces indicateurs de risque devaient pouvoir prendre en compte le fait que des pays n'ont pas les mêmes efforts au départ, donc avant 2011-2013. Ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'il faut pouvoir comparer les risques dans les différents pays. Or, le HRI,
n'est un pourcentage de baisse par rapport à la référence du pays en 2011-2013. Donc vous pouvez parfaitement avoir un pays qui était très économe en 2011-2013, qui reste très économe, qui a donc une baisse de HRI de rien, qui a donc un HRI de 100%. Et un autre pays qui était extrêmement utilisateur de produits, qui n'a pas interdit grand-chose, qui n'a pas fait forcément beaucoup de substitutions comme en France, mais qui a un HRI qui baisse à 50%, et on va dire, oh, mais c'est bien la France, on est à 50% de HRI. Et vous? Ah bah nous, on est à 100%. Ah bah vous êtes vraiment nuls. Alors qu'en fait, ils utilisent beaucoup moins de produits que nous. Voilà, c'était un peu la dernière chose que je voulais dire hein, sur l'incohérence de cet HRI. Dire, au moins, c'est un indicateur qui est le même partout en Europe. Ben, en fait, non. Parce que la manière de le construire est fondamentalement propre au pays. On se rapproche doucement de la fin de cet épisode. Pour pouvoir faire un petit peu le bilan avec vous, les points positifs, c'est qu'on a une stratégie mise en place et révisée régulièrement qui s'appelle du coup le plan Ecophyto. Ça permet d'avoir des actions, ça permet d'avoir des budgets, ça permet d'avoir des objectifs et d'essayer d'avancer sur le sujet de la réduction des pesticides avec cet objectif qui n'a jamais été enlevé de viser 50% de réduction des pesticides. Mais dans les problèmes, vous voyez que déjà cet objectif n'a jamais été atteint et a fluctué 2018, 2025, 2030. On a beaucoup de mal à l'atteindre. Et pour vous donner une des raisons, il y a le député Dominique Potier qui a publié un rapport sur Ecophyto fin 2023 et qui du coup liste différents problèmes, dont notamment la difficulté de massifier les actions. Ecophyto apporte des budgets, permet de mettre en place des expérimentations, mais il est vraiment difficile de passer au niveau supérieur, on va dire, pour permettre à tous les agriculteurs d'améliorer leurs pratiques. Le deuxième problème, vous le voyez, c'est qu'en plus de cette difficulté à massifier les actions, on change l'indicateur. Et après qu'on puisse le changer pour autre chose, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais là on le change pour quelque chose qui n'est pas validé scientifiquement. Et qui pose vraiment question d'avoir des classes de risque qui ne représentent pas le risque, comme l'a expliqué Corentin Barbu. Donc voilà où nous en sommes. Il y a des points positifs, des points négatifs, comme pour tout. C'est un sujet extrêmement difficile, mais qui est pour moi essentiel à suivre, parce que nous, en tant que consommateurs, c'est cette stratégie qui définit si on est plus ou moins en contact avec les pesticides, comment vont travailler les agriculteurs plus tard, et de pouvoir lancer une direction à l'agriculture qu'il y aura à l'avenir. Donc, quand vous voyez Ecophyto, n'hésitez pas à lire et à suivre le sujet parce que, comme je le dis, c'est une très belle série Netflix, je maintiens. Bon, donc on se retrouve dans un prochain épisode et j'espère que celui-ci vous a plu. Bonne journée à vous et à bientôt!